Et donc, je suis Caroline Albanque, donc déléguée générale de Vox Femina, pour celles qui ne m'ont pas encore rencontrée. Et, et donc, Vox Femina, on travaille sur une meilleure représentation des experts dans les médias. Et depuis 15 ans maintenant, en 2024, on célèbre nos 15 ans. Et de nos échanges avec les journalistes et les partenaires médias, ils nous font remonter que le livre, en fait, c'est une actu, un événement pour eux. Et donc, c'est l'occasion, quand on est experte et qu'on publie un livre, c'est l'opportunité d'être interviewé et d'être plus visible à ce moment-là, et pas que. Donc c'est une opportunité et on s'est dit que ce serait intéressant, voire essentiel, de proposer des ateliers sur le sujet du livre comme un outil de visibilité pour l'experte, aussi bien dans sa sphère, dans la sphère publique que dans la sphère médiatique. Et donc, je remercie beaucoup Béatrice Simos, qui est membre de Vox Femina et qui a accepté d'animer ce premier atelier, qui est aussi secrétaire générale de Parité Assurance et à l'initiative d'un prix littéraire que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Et je vais donner la parole à Valérie Tandot de Marsac, notre présidente, qui souhaitera probablement dire quelques mots complémentaires. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire. Donc, déjà, merci à toutes d'être là. Je crois que vous êtes très nombreuses. Cet atelier sur le livre, c'est une première. Effectivement, on n'avait pas encore fait ça, même si on avait quand même fait quelque chose d'un petit peu qui aurait pu être une espèce d'ébauche. On avait participé au Salon du Livre à une époque. Effectivement, le livre, c'est quand même un élément central de la visibilité. Et comme vous savez, nous, c'est notre raison d'être de Vox Femina. Notre raison d'être, c'est d'œuvrer pour plus de visibilité, de l'expertise des femmes dans les médias. Et donc, le livre, évidemment, est un élément assez central. Et voilà, donc ça, on a aujourd'hui Frédéric Sintra et moi qui allons témoigner des livres que nous avons pu toutes les deux publier. On a l'éditrice de Frédéric qui va nous apporter le point de vue de l'éditeur. Et j'espère que tout ça va vous intéresser et va peut-être générer, on ne sait jamais, des vocations d'auteur. Voilà. Merci Valérie. Alors, d'abord, avant de commencer en vous présentant l'organisation de cet atelier, je voulais remercier toutes celles qui ont bien voulu participer à l'enquête qui a été menée par Vox Femina auprès des membres. J'ai eu pas mal d'entretiens avec certaines d'entre elles, des entretiens riches et très intéressants. Donc, merci à toutes celles qui ont bien voulu se prêter au jeu. Ça, c'était en introduction. Ensuite, ce qu'on voulait faire, puisqu'on a 1 heure et que le temps est quand même compté, c'est d'essayer de vous présenter les différentes étapes du livre, de l'écriture à l'édition, en allant jusqu'à la communication du livre. Mais on va commencer plutôt à présenter le décor du côté de l'édition pour que celles qui ont le projet ou sont en train d'écrire puissent voir ce qui est attendu de l'autre côté. Voilà, une fois que nous aurons déroulé cela, on vous laisse à peu près 10 minutes de questions-réponses et on conclura, on espère, à l'heure, donc à 14 heures. Pour commencer, je voulais faire un sondage rapide. Lesquels d'entre vous ont soit écrit au moins un livre, soit un projet d'écriture? Est-ce que vous pouvez vous nous répondre en cliquant sur la main levée? Merci, je vois que vous êtes assez nombreuses. Donc j'espère que ce webinaire va vraiment répondre à votre attente. Alors, je commence d'abord, avant qu'on démarre vraiment l'atelier, par vous présenter nos intervenantes. Comme le disait tout à l'heure Valérie, donc nous avons 2 témoignages d'écrivaines. On parle bien ici de livres professionnels, puisque certaines d'entre vous que j'ai pu interviewer ont écrit ou avaient le projet aussi d'écrire des romans, des nouvelles, etc. Ce n'est pas évidemment l'objectif de ce webinaire. Donc là, on a 2 témoignages d'écrivaines qui ont écrit des livres professionnels. Et puis donc Delphine Lévesque, que je présente tout de suite, la directrice éditoriale économie et gestion et management d'Uno, qui elle-même a un long background dans l'édition
et qui nous donnera sa vision du sujet, sachant que Duno est l'éditeur de référence sur la partie édition professionnelle. Voilà, elle est elle-même donc diplômée de l'ESSEC. Et alors, nos deux écrivaines, nous avons Frédérique Sintra, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran là. Bonjour. Voilà, qui a donc alors elle a démarré avec un diplôme à l'EM Normandie en 87. Elle a passé ensuite 27 ans dans l'assurance à des postes de responsabilité comme salariée. Et puis à 50 ans, elle s'est dit tiens, j'ai envie de changer de vie, je vais expérimenter autre chose. Elle est devenue entrepreneur avec un certain nombre de spécialités, donc la silver economy, l'accompagnement, l'ambition et tout ce qui avait trait au quinquat. Et puis, elle s'est dit qu'après tout, elle était elle-même le meilleur témoin de tous ses propos et qu'elle allait se lancer un nouveau défi à 57 ans, puisqu'elle vient de reprendre la direction générale de Marguerite Service, une start-up de care management. Comme évidemment, avec cette vie-là, elle avait beaucoup de temps, elle s'est dit, je vais publier 3 livres, ce qu'elle a fait. 3 livres sur des sujets qui lui tiennent à cœur, donc les femmes et l'ambition en général, et puis son dernier livre qui est sorti l'année dernière, Réentreprendre sa vie après 50 ans, tout un projet. Et ce qui est intéressant dans l'approche de ces livres, c'est que ce sont des livres témoignages, puisqu'elle fait intervenir un certain nombre de personnes qui apportent leur éclairage, par exemple sur celui des 50 ans. Vous avez des gens qui ont refait à plusieurs reprises leur vie, qui ont eu des parcours assez sinueux. Vous avez au contraire des gens qui ont eu des parcours plus linéaires. Voilà pour Frédérique Sintra. Alors, je vous présente, mais vous la connaissez déjà, Valérie Tandeau de Marsac, qui est évidemment fondatrice et présidente de Vox Femina. Alors, je dirais de formation, elle est avocate, docteur en sciences de gestion et elle est donc diplômée d'HEC. Elle est fondatrice de VTM Conseil Family Business Law et elle est conseil donc des actions auprès de grandes familles pour tout ce qui est projet de gouvernance, évolution de capital, etc. Et elle aussi, elle a beaucoup de temps libre, hein, comme on peut l'imaginer, et donc elle s'est lancée dans l'écriture de 2 ouvrages et elle est en train de réfléchir à publier sa thèse. Son premier livre, Guide des entreprises familiales chez Erol en 2011, et son dernier livre, L'entreprise familiale, un modèle pour l'avenir et pour tous. Je vous ai donc présenté nos 3 témoins et je vais commencer par poser donc des questions à notre éditrice. Delphine, pouvez-vous, pour commencer, nous faire un panorama d'édition, peut-être avec quelques chiffres clés, nous présenter les grands éditeurs de la place et puis aussi les différentes typologies d'éditeurs. Merci. Merci Béatrice et bonjour à toutes. Ravie d'être avec vous. Alors, le marché de l'édition, c'est un marché très, très riche, avec beaucoup d'acteurs et surtout beaucoup de livres. Alors, je voulais peut-être commencer par ce chiffre clé-là. Un nombre de livres vendus chaque année en France, à peu près 450 millions d'exemplaires. C'est beaucoup. On a la chance d'avoir un marché très dynamique, des librairies qui sont très protégées aussi par la loi Langue sur le prix unique du livre. Et dans tout ça, il y a quelques mastodontes et quelques grands secteurs qui raflent tout. Ça va pour le son? Je pense qu'il faudrait qu'on coupe nos micros, ceux qui ne parlent pas. Ok, je reprends. Donc, dans tous ces livres qu'on voit partout et que vous voyez dans les librairies au coin de votre rue, il y a près de 30% qui sont de la littérature générale, donc ça va être des romans et tout ce qui fait les têtes d'affiche et les panneaux publicitaires partout, donc ce n'est pas notre sujet. Il va y avoir les livres jeunesse, près de 18%. Il va y avoir la bande dessinée qui est en plein essor avec plus de 15%. Les loisirs pratiques, c'est 12% du marché. Et on arrive à tout ce qui est universitaire, sciences et techniques, qui sont à peu près les 20 autres % du marché. Donc, vous voyez qu'on est sur une plus petite part. Moi, je suis plutôt spécialiste des livres d'éco-gestion management, des livres d'entreprise. Et sur ce secteur-là, il y a à peu près 2000 titres qui sont publiés chaque année. Et pour vous donner, voilà, je fais un entonnoir pour vous donner une petite idée à l'échelle de Duno, qui est l'éditeur leader sur ce segment. On publie à peu près 70 nouveautés par an. Et 60 nouvelles éditions parce qu'on fait vivre aussi un fonds de livres qui nécessite des mises à jour tous les 3 ou 4 ans.
Donc, c'est à la fois un marché qui donne beaucoup de chance à beaucoup de jeunes auteurs et de premiers auteurs, premières autrices de se lancer, d'écrire leur premier livre. Il y a un challenge, c'est de faire durer le livre. Euh, et le tirage moyen, tout secteur confondu, il est à 7000 ex. Le tirage moyen d'un livre pro, il est plutôt autour de 1000-1200 exemplaires. Et si tout va bien, on fait des retirages. Mais voilà, je voulais un peu démystifier le livre qui se vend à 500 000 exemplaires. Oui, pour Musso, pas forcément dans le monde de l'entreprise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, comme vous le disiez, le livre, c'est une très belle carte de visite. C'est aussi de la légitimité quand il y a le tampon d'un éditeur. Et donc, voilà. Voilà pour les chiffres clés. Je voulais pas vous en donner trop. Mais peut-être, c'est ce que je m'étais noté. Oui, vous dire que les librairies indépendantes, donc toutes les petites librairies qu'on voit en ville, c'est à peu près 30% du marché et c'est énormément de littérature générale. Que pour retrouver les livres de non-fiction, on va plutôt attaquer le marché des grandes surfaces culturelles spécialisées comme Fnac, Cultura, Furet de Citre. Voilà, ces grandes enseignes avec lesquelles on travaille. Et évidemment, Amazon est un acteur aussi important du marché qui rafle à peu près 15% des ventes de livres en ligne aujourd'hui. J'entends pas la question, Béatrice. Pardon. Merci Delphine. Est-ce que vous pourriez maintenant nous faire une sorte de fiche projet des attentes que vous, en tant qu'éditeur, alors je ne sais pas si vous avez des attentes particulières chez Duno ou si elles sont relativement communes à tous les éditeurs, qu'est-ce que vous attendez d'un livre, enfin d'un projet en tout cas, et quels sont les points clés pour venir vous voir et vous convaincre que le livre que l'on porte avec son cœur et avec ses mains est le bon livre pour vous? Oui, alors on regarde en général 3 grandes parties dans les présentations d'un projet et on a les petites fiches projet signalétique où on aborde ces différents points. Le premier, c'est bien sûr le fond du livre, le cœur du livre. Donc, c'est savoir le présenter en 10 lignes, comme une 4e de couverture, pouvoir avoir déjà en tête à peu près le volume, est-ce qu'il aura des schémas, des illustrations, quels sont les livres concurrents aussi sur ce sujet. C'est très important pour nous de tout de suite identifier dans quel segment on est, quels sont les livres qui sont sur le même sujet, et est-ce que l'auteur, l'autrice sait déjà dire quels sont ses points de différenciation. Si ce n'est pas fait, en général, on le demande derrière, donc c'est bien que ça arrive tout de suite. Ensuite, il y a une deuxième partie importante qui est la personne qui écrit, donc l'auteur. Quelle est sa légitimité? Quelles sont ses expériences professionnelles? Est-ce qu'il a déjà, ou elle a déjà écrit des articles, participé à des livres ou d'une autre façon? Est-ce qu'il y a des références? Et on aime bien savoir aussi les raisons, enfin pourquoi écrire maintenant? Est-ce que c'est une envie de transmettre? Est-ce qu'il y a un projet par rapport à l'entreprise, par rapport à d'autres choses? Ça nous aide aussi à comprendre la philosophie du projet. Et la troisième partie, c'est le public, c'est les lecteurs, c'est de bien identifier à qui s'adresse le livre. Est-ce qu'on veut toucher des étudiants, des professionnels, le grand public? Est-ce que ça va être plutôt un livre, un guide pratique, un manuel ou un essai? Voilà, on essaye de calibrer ça dès le départ. Quels sont les points de contact qui existent entre l'auteur et le lectorat potentiel? Et là, on commence à creuser les sujets de réseaux, de réseaux professionnels, académiques, événements, journalistes. C'est important aussi de connaître les points d'ancrage éventuellement déjà existants, même si ce n'est pas une obligation. Et de voir voilà, si l'expert, qui est l'auteur, connaît bien son domaine et donc les acteurs sur ce sujet pour qu'on travaille ensemble ensuite. Alors, je pense que votre fiche projet va beaucoup intéresser toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans notre webinaire. Vous nous avez dit il y a 70 livres, 72 nouveautés chaque année publiées par Duno. Si on a bien rempli sa fiche projet, j'imagine que vous n'allez pas recevoir 70 fiches projet par an, vous allez peut-être en Non, on en reçoit recevoir beaucoup plus. je ne sais pas combien. Alors dites-nous combien, 2000, 3000. Et une J'ai fois arrêté de compter. Bon, et alors imaginons que tout le monde réponde à peu près correctement à votre listing de la fiche projet. Comment va se faire le choix? Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce qu'il y a une personne qui décide? Comment? Expliquez-nous les étapes et le petit truc qui fait que vous allez prendre plutôt une fiche projet qu'une autre. Alors,
bon, alors il y a le fonctionnement d'Uno, et puis j'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur les différents, le marché des éditeurs et les autres éditeurs. Donc, pour faire simple, il y a de gros éditeurs qui ont plutôt des grosses équipes éditoriales et qui peuvent segmenter et regarder tous les projets. Il y en a des plus petits dans lesquels c'est probablement moins processé et il y a plus d'intuitu personnel ou en fonction des rencontres, ça se gère. Et puis, il y a bien sûr l'auto-édition. Mais je referme la parenthèse sur l'édition. Le choix, il va se faire sur le... En fait, si je regarde tous les projets qui vont arriver dans la boîte de réception commune qu'on a chez Luno, il se trouve que ici, c'est moi qui les regarde tous. Et donc, quand je vois quelque chose d'intéressant, parce que ça me semble très bien construit sur le fond, que la personne me semble assez facilement identifiable, on va faire quelque chose d'assez basique, mais on va regarder le profil de l'auteur, de l'autrice sur LinkedIn aussi pour voir comment elle interagit. Voilà, si on trouve sur Internet des choses, au-delà de ce qui va être présenté, pour avoir une sorte d'idée plus générale de ce profil-là. Et ensuite, je vais donner le projet à étudier à des éditrices, des éditeurs qui sont spécialisés sur le sujet qui émerge du projet. Et ensuite, on se fait des points en interne pour savoir, et confronter nos points de vue sur l'intérêt qu'on y voit ou pas. Donc, on regarde quand même beaucoup de choses. Si ça ne nous semble pas intéressant, on ne le dit pas forcément tout de suite, parce qu'on a tellement de projets à gérer. Donc, on a une petite phrase sur notre site internet qui va dire sans réponse sous 3 mois. Faut considérer que ça ne nous a pas intéressés, mais on essaie parfois quand même de donner des nouvelles. Et une fois qu'on trouve ça intéressant, là, on va creuser avec un petit rendez-vous visio ou demander plus d'informations par mail et comme ça, commencer l'étude plus approfondie. Ça ne veut pas dire que ce sera bon parce qu'il y a d'autres étapes de validation derrière. En tout cas, chez Luno, il y a un comité d'édition qui se réunit tous les mois avec notre sélection éditoriale, mais aussi les acteurs de la promo, notre directeur général, les acteurs de cession de droit, commercial. Donc, on passe en revue ensemble nos propositions qui sont déjà très travaillées et qu'on a abouti avec les auteurs, et on décide ensemble de programmer le livre et les conditions globales de planning ou de collection qui sont rattachées. J'entends pas le micro. Oh. Oui, bonjour. Alors, Je n'entends Allô? plus. Oui, donc non, mais j'ai vu quelqu'un intervenir, mais ce qu'on a proposé, c'est de faire les questions-réponses à la fin. ok, très bien. Excusez-moi, Ça parce vous que embête pas? Non, Non. pas du tout. J'ai rejoint plus tard. Donc, pour pouvoir dérouler quand même... Juste une chose, on a déjà quelques questions sur le chat, mais si vous souhaitez poser des questions sur le chat, on les reprendra tout à l'heure. Alors, je regarde. Merci pour... Ok, on Et va peut-être peut-être à la pour fin. finir de répondre Oui. à la question des critères, donc on va regarder l'intérêt du sujet et le potentiel du marché qu'il y a derrière. Si c'est des sujets intéressants mais trop niche avec un trop petit public, peut-être on va refuser pour cette raison-là, pardon. On peut aussi se dire que parfois il y a des sujets qui marchent très bien, j'en sais rien, sur la prise de parole, la gestion du temps, mais on a tellement de livres déjà sur ce sujet qu'on va être plus exigeant aussi sur un projet plus atypique qui ne va pas être redondant avec ce qui existe déjà dans la concurrence. Voilà, il peut y avoir différentes raisons. Alors, si on se positionne maintenant sur, je dirais, le versant positif, c'est-à-dire vous avez retenu effectivement un projet, vous avez commencé à vous mettre en contact avec l'auteur. Comment se passe, et je vois que ça répond en partie à une question, la relation éditeur-écrivain? Est-ce qu'effectivement c'est une co-construction sur mesure? Est-ce que les tâches sont bien réparties entre l'écrivain et l'éditeur? Est-ce que ça dépend des cas de figure? Comment ça se passe? Et est-ce que la question, là, je vois dans le chat, c'est est-ce qu'il faut vous contacter avant ou après un projet de livre, etc., etc. Et est-ce que si on vous contacte, il faut que le fameux pitch, la fiche projet, soit déjà, je dirais, le résultat d'un livre qui a été finalisé, ou est-ce que déjà sur le principe, on peut vous consulter avant d'avoir fini le livre? Alors, oui, peut-être je vais démystifier une idée reçue. Il ne faut pas forcément écrire tout le livre avant de nous contacter. Et c'est même plutôt l'inverse. En général, on aime bien co-construire. Et finalement, c'est plutôt une minorité de projets
des livres qui sont déjà complètement écrits et qu'on va accepter tels quels. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, il y a une logique aussi de travail du sujet et du contenu du livre par rapport à ce qui existe. Et l'éditeur est souvent force de proposition pour se positionner par rapport à la concurrence et au livre sur ce sujet-là. Il peut y avoir une logique de collection parfois qui existe, c'est-à-dire schématiquement, on a la moitié, chez Duno en tout cas, la moitié de nos livres qui sont encapsulés dans des collections. Une des collections les plus connues, c'est par exemple la boîte à outils. C'est très charté, il y a 2 outils par page, il y a une maquette très précise à respecter qui peut aider l'autrice, l'auteur à rentrer dans le moule et à couler son texte et à voir comment le structurer au départ. Il y a des livres professionnels qui sont construits d'une autre manière, avec des intros en début de chapitre, des conclusions à la fin, des petits mémos. Et donc, ça va être important aussi dans le processus d'écriture. Et parfois, quand tout est écrit, c'est difficile pour l'auteur de remodifier son texte, de revenir dans cette logique-là. Après, on a aussi des essais. On a là publié en début d'année un essai. Bon, c'était un texte qui était complètement écrit, qui était original, qui nous a plu, et on l'a pris tel quel. Donc, il n'y a pas de... il y a pas de recette exacte, mais en tout cas, ce n'est pas du tout bloquant de ne pas avoir écrit. Ce qu'on demande en général pour aboutir le projet et le présenter, c'est peut-être une sélection, un chapitre test, une intro. C'est important de voir le style d'écriture et de se rendre compte du niveau d'intervention dont on aura besoin d'avoir sur le texte. On ne recherche pas des plumes parfaites, parce qu'on n'est pas dans les littératures, mais il faut que ce soit clair, compréhensible, et c'est quand même bien d'avoir des échantillons pour voir ça. Alors, il y a 2 questions qui reviennent très souvent. C'est le sentiment que quand on envoie effectivement le pitch ou un exemple de chapitre, etc., dans une boîte aux lettres, chez un éditeur, ça sombre un petit peu dans les abysses. Alors, vous avez soulevé cette espèce de fantasme. Par contre, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, en ayant une introduction, c'est plus facile. Et donc, voilà, une question, c'est est-ce qu'il faut forcément avoir une introduction? Est-ce que quand même vous arrivez à faire sortir et faire émerger des livres où il n'y aurait pas eu d'introduction? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question qui passe après, c'est une fois que vous avez donc réussi à valider un livre, comment ça se passe? Comment concrètement on rentre dans des questions du style contrat d'édition? Est-ce que tous les contrats se ressemblent? Qu'est-ce qu'il faut regarder, etc., etc. Ok. Alors, oui, 2 questions très différentes. La première question sur l'introduction, je dirais que ça va servir à une chose, c'est avoir une réponse plus rapide. Si quelqu'un qui est déjà auteur chez nous dit j'ai une proposition, ça peut vous intéresser, on va bien sûr répondre plus rapidement par respect pour l'auteur avec lequel on est déjà en contact. Et donc, voilà, on va dire que ça passe sur le haut de la pile. Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter du tout. Ça ne change rien aux critères d'acceptation. Mais c'est vrai que ça va être probablement plus rapide. Après, j'ai aussi plein d'exemples de livres, quand on a vu les projets arriver, qui nous semblaient très bien construits, où on voyait que la personne connaissait aussi des collections, et on se dit, bah, ok, c'est très bien, on va tout de suite discuter parce que ça semble couler de source. D'accord. Et voilà, et puis on voit dans les connexions, dans les références de la personne, si ça nous semble un expert intéressant aussi. D'accord. Quels sont, donc, je vous repose la question sur le contrat d'édition, mais Oui. je rajoute une qui va en même temps, parce que je vois le temps filer. Comment est-ce que vous accompagnez ensuite l'auteur jusqu'à la publication? Est-ce que votre accompagnement peut être sur la partie écriture? Est-ce que ça peut être sur la revue, par exemple, du sommaire? Qui décide du nombre de tirages, etc. Et comment se fait le plan com? Il me semble que vous nous aviez dit que c'était important que l'auteur soit impliqué. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de questions. Donc, on va avoir une relation d'échange et de co-construction sur le plan et le positionnement du livre, en fait, très importante jusqu'au passage en comité d'édition. Il faut que auteur et éditeur soient bien en phase à ce moment-là sur le livre qu'il souhaite faire, à quoi il va ressembler, et c'est ce qu'on va présenter. Une fois que tout ça est calé et qu'on l'a validé, on peut faire le contrat d'édition. Les contrats d'édition, ils sont assez similaire partout. En gros, c'est 8% de droits d'auteur sur le prix hors taxe du livre. Parce que dans l'économie du livre, il y a
près de 35% de remise du prix qui va chez le libraire, donc la marge libraire est de 35%. Il y a ce qui part chez l'éditeur, chez le fabricant, chez le distributeur et chez le diffuseur. Quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais l'intérêt de passer par un éditeur qui a une force de vente, c'est qu'il travaille avec des diffuseurs qui sont des équipes commerciales qui vont placer les livres en librairie. Ce qui n'existe évidemment pas en auto-édition. Voilà, là, on va retrouver le livre uniquement sur Amazon, Fnac.com, etc. Et donc, il n'y a pas tellement de marge de négociation sur le pourcentage de droits d'auteur. Et dans les contrats, il y a toujours une partie, généralement, livre imprimé et son pendant pour le livre numérique. Ça fait partie des basiques. L'éditeur, en général, prévoit tout de suite les deux formats. Voilà, et l'essence du contrat d'édition, il est là pour, dans le cadre d'une édition chez un éditeur, pour céder les droits. L'éditeur a les droits du livre, du contenu du livre, et peut les exploiter pendant toute la durée du droit moral en France. Donc, c'est assez long. J'avais vu une question aussi sur est-ce qu'on peut récupérer ses droits une fois que le contrat est signé, est-ce que l'auteur peut récupérer ses droits? Donc normalement, non, l'éditeur continue d'exploiter le livre. En réalité, au bout de 3-4 ans, si le livre est en rupture de stock ou ne se vend plus, l'éditeur les rend assez facilement parce qu'il n'y a plus de vente attachée au livre, donc c'est facile de les récupérer à ce moment-là. D'accord. Et donc, sur Et l'intervention, sur la oui. com, Oui. sur la partie communication, donc ensuite, après je reprends le fil. Après le comité d'édition, il y a tout le travail d'écriture du livre où effectivement il y a l'accompagnement sur les premiers chapitres, vérifier que voilà, le process se déroule bien. Donc, on va être plus ou moins interventionniste en fonction des demandes de l'auteur, des besoins du manuscrit, et chaque histoire de livre est différente, jusqu'aux relectures d'épreuves. Une fois que le manuscrit Word est terminé, il y a des échanges sur la mise en page PDF jusqu'au BAT du livre. Et là commence effectivement un autre travail, qui est le travail de la communication. Donc, on a un service presse, on a un service promo qui présente l'ensemble des livres aux acteurs qu'on connaît, aux journalistes et au monde académique aussi. Mais ça n'est absolument pas un gage de réponse derrière. Il y a tellement de production que les journalistes font bien ce qu'ils veulent. Ensuite, sur les interviews, donc on n'est pas une agence de com, donc on diffuse, on donne l'info, on fait un gros travail en fait pour les mises en place, pour les livres à fort enjeu, afin qu'ils soient visibles en librairie, sur les tables, en Fnac, etc. Et après, le livre vit sa vie, et avec des bonnes ou des mauvaises surprises pour auteurs et éditeurs, parce qu'on a toujours, nous aussi, envie que le livre se vende le plus possible. D'accord. Merci. Et alors, j'avais une dernière question avant de passer à nos auteurs, à nos autrices plutôt. C'était tout le sujet qui est de plus en plus à la mode, je dirais, qui est le sujet de l'IA, l'utilisation d'Internet, etc., pour écrire les livres et puis éventuellement après comme levier. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors on observe ça avec beaucoup d'attention, de méfiance aussi. Évidemment, c'est un outil qui est important maintenant et on peut s'en servir. Ça peut être important dans la recherche au départ, peut-être de structure de questions, voilà, mais dans la rédaction, je recommanderais de s'en méfier beaucoup. D'abord parce que les sources sont absolument pas fiables. Nous, on refuse d'éditer des textes clairement produits par l'IA. On arrive à les reconnaître parfois, pas toujours, parce que c'est des styles de paragraphes collés qui sont qui ont moins de profondeur ou qui sont moins intéressants que d'autres manuscrits. Maintenant, ça peut être une aide à certains moments ou pour restructurer, résumer une partie sur ses propres écrits. Donc, on a aussi beaucoup de retours d'auteurs qui ont essayé et qui nous disent voilà, ça ne les aidait pas suffisamment à aller au bout de leur processus d'écriture. Donc, voilà, on observe et on est attentif à pas de dérive sur cette production voilà, qui peut être un peu folle. Et merci. Et puis, donc je passe à nos autrices et je reviens vers vous après, Delphine. Merci.
sur nos autrices. Alors, toutes les deux, je vous pose la même question. En quoi le fait d'avoir écrit des livres professionnels vous a-t-il aidé en visibilité? Et je vous pose les deux questions en même temps, comme ça vous permettra d'intervenir en une seule fois. Quelle différence avez-vous fait toutes les deux, puisque vous avez écrit plusieurs livres, entre les démarches et le processus littéraire, entre votre premier livre et votre dernier livre? Alors peut-être Frédéric pour commencer? On n'a pas Frédéric, ton on micro. t'entend pas? Oui. Ouais. J'avais éteint. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je vais répondre à tes deux questions en même temps, puisqu'en fait, pour le premier livre, en fait, j'avais tout simplement envie d'écrire un livre parce que j'avais retrouvé une interview d'une émission de télé à laquelle j'avais participé quand j'étais très jeune et je m'étais dit, c'est le sujet d'un livre. Je n'avais jamais écrit autre chose que des plaquettes, des appels d'offres. Et puis, je n'avais pas l'intention d'exploiter ce livre pour une quelconque idée professionnelle. Je faisais partie de réseaux qui œuvraient pour la mixité, mais je n'étais pas consultante, je n'étais pas conférencière, etc. J'avais envie d'écrire un livre. Donc là, j'étais d'une naïveté déconcertante sur la façon dont cela devait se faire. Je commençais à dire à tout le monde que j'allais écrire un livre, alors que je n'avais pas écrit une ligne encore, mais que j'avais à peu près le sujet, qui était comment l'ambition vient aux filles. Et donc, voilà, je me disais, bah, ça va être simple, je vais trouver un éditeur ou une éditrice, parce qu'il est hors de question que je commence à écrire si je ne suis pas éditée. Moi, ce n'était pas le livre roman qui me tenait à cœur, etc. Je voulais écrire un livre. Je ne savais pas pourquoi, mais je voulais écrire un livre sur ce sujet-là, parce que je me disais que j'avais des choses à raconter. Ça partait d'un témoignage et que j'allais faire un travail d'expertise et de recherche à côté, que j'avais déjà entamé, mais ce n'était pas mon métier. Et voilà. Donc, il se trouve que ce qui avait simplifié les choses, parce que dans les réseaux féminins, j'avais eu l'occasion de rencontrer des femmes dont le métier était d'être éditrice et que via le réseau, j'échangeais sur ce thème. Et puis, une fois, effectivement, j'ai rencontré l'une d'entre elles. Il se trouve que pour mon premier livre, a été édité chez Erol. Et donc, j'avais rencontré la DG de Erol. J'avais parlé de mon projet, j'avais raconté que j'avais participé à une émission de télé, et puis il se trouve que j'avais eu un prix professionnel à ce moment-là et qu'il y avait du storytelling entre mon histoire de quand j'avais 17 ans et mon prix professionnel 30 ans après. Et donc, j'avais senti qu'il y avait un certain intérêt et elle m'avait demandé de venir la voir. Mais ceci dit, moi, j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, OK, c'est bon, j'écris. Et je me suis mise à écrire, à faire mon truc, à faire mes recherches, etc., à faire mes interviews, à faire mes recherches d'expertise. Et puis après, je suis arrivée avec ma copie. Et là, elle m'a dit, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Parce que justement, j'arrivais avec un produit quasiment fini. Moi, je me disais, c'est bon, on va le lire, on va me dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'on va me le publier? Non, non, non. On m'a dit, voilà, c'est bien, mais j'étais connue de pas grand monde. Donc déjà, ça c'était sur le premier point. J'avais beau m'impliquer dans les réseaux féminins, ma petite personne n'intéressait pas vraiment. Hein, j'étais pas vraiment bankable sur les différents sujets. On me disait, mais vous n'avez pas une copine psy, sociologue, etc., qui pourrait attester, qui donnerait du corps à ce livre. Donc finalement, une éditrice l'a lu et puis a vu que ce que je racontais, donc ma personnalité, pouvait être cohérente avec ce que je racontais et pouvait peut-être drainer un intérêt au-delà de l'écriture. Enfin, ça, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et puis, alors moi, je venais de remporter un prix de femme commerciale et là la réflexion, elle m'a marquée parce que la première réaction, ça a été votre idée, elle est chouette, mais il faut trouver un angle pour le vendre. Et donc, là, ça a été là aujourd'hui en disant, ah ouais, donc dans mon métier, je peux vendre, mais c'est vrai que le livre, c'est un produit et qu'il faut trouver l'angle. C'est pas juste parce que ça me fait plaisir c'est que derrière, il y a des gens qui vont l'acheter, qui, pourquoi, quand, comment et qu'est-ce qu'ils attendent d'eux. Et donc là, il y a eu toute une réflexion et là, un travail pour modifier un peu ce que j'avais écrit. Donc, ce que Delphine a dit, quand on doit revenir en arrière, et ce n'est pas forcément simple, pour restructurer, pour rajouter des pages complémentaires, pour rajouter, et là, j'ai ajouté des fiches conseils au livre pour justement lui donner un intérêt
plus grand. Bon, ça c'est pour le premier livre. Et bon, après, il y a eu une réédition. Et ensuite, quand je suis arrivée sur celui dont on parle avec Delphine, il se trouve que j'avais abordé mon sujet avec Erol. Je crois que ce n'était pas forcément leur philosophie à l'époque, parce que j'avais quand même signé un contrat avec Erol pour continuer. Quand on a commencé à travailler avec un éditeur, il faut le savoir, on est quand même un petit peu engagé. Et on ne peut pas comme ça changer d'éditeur à tout moment. Et donc, il se trouve que j'avais parlé du sujet. Il devait avoir publié, je pense, quelque chose d'un peu, enfin, sur une thématique de femmes qui trouvaient que ce n'est pas forcément un sujet qui était extrêmement vendeur et ne pas nécessairement le faire. Et puis que par ailleurs, mon éditrice, donc celle qui s'était occupée de moi à titre d'accompagnement, était passée chez Duno. Et donc, mais pas sur les sujets qui sont ceux de l'entreprise. Et puis, alors là, pour le coup, c'est la facilitation. Je lui ai parlé de mon projet. Et elle a transmis le mail à Delphine, qui pour autant ne m'a pas dit « je vais vous publier ». Et là, j'ai été reçue par Delphine et son équipe pour présenter. Elles avaient déjà, en me voyant les résultats des ventes de mes précédents livres, elles avaient déjà fait leurs recherches, je crois. Et moi, j'avais envoyé justement un synopsis tel que justement Delphine le décrit, pour dire ce que j'allais écrire, mes plans. Alors, la question piège, moi, c'était toujours « votre livre a combien de caractères ?» Alors là, j'écris juste un plan, combien de caractères? Pour moi, c'était la question saugrenue. Alors, j'ai repris un livre en disant « bon, grosso modo, je peux écrire à peu près ça. Il y a combien de pages ?» Et du coup, en revenant, en disant « combien de caractères ?» Parce que ça, voilà, ça c'était le genre de truc qui me semblait presque surréaliste. Et puis voilà, alors on a fait des allers-retours. J'avais un angle qui était moins féminin dans ma première version. Finalement, par rapport à qui j'étais et là où j'étais connue, et puis ce que j'avais à raconter, Delphine et son équipe m'ont orienté plus sur un sujet plus orienté, plus ciblé, en fait. Et d'ailleurs, moi, sur mes livres, j'avais Comment l'ambition vient aux filles, avec une réédition qui s'appelait Comment vient l'ambition. Comment vient l'ambition a eu plus d'articles presse, mais beaucoup moins de ventes, parce que c'est un peu comme une start-up qui vend un produit, beaucoup moins ciblé. Donc, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Donc, mais là, l'orientation a été de me dire, allez, refais ta copie, revois ta copie, revois ton plan avec une orientation plus ciblée, orientée femme. Et d'autant plus que j'avais plus de choses à dire sur le sujet des 50 ans et plus. Et là, la différence du premier, j'étais plus experte, puisque, comme Béatrice l'a rappelé, j'avais à la fois ce recul sur la partie ambition, mais surtout mon expertise métier de base, c'était aussi la silver economy et l'étude des populations, des aidants, etc. Donc, j'avais aussi du contenu métier qui me rendait plus légitime sur le sujet. Et donc, voilà, j'ai transmis un premier chapitre, et puis le comité a décidé justement avec mon premier chapitre, avec le plan qui correspondait davantage aux attentes de Duno, en me disant c'est bon, vous nous rendez quand la copie? Voilà, c'était ça que vous nous rendez quand? Bon, voilà, il fallait déterminer. Bon, j'ai voilà, d'ici 4-5 mois, et puis j'envoyais mes parties au fur et à mesure. Et Merci puis voilà. beaucoup. Donc ça s'est fait. Alors, et puis juste, je termine peut-être sur ta petite partie expertise. Donc sur la première partie, je n'étais pas forcément experte, mais le livre m'a rendue experte davantage. C'est-à-dire qu'après, j'ai plus été légitimée. Et d'ailleurs, mon travail d'expertise, je l'ai fait en écrivant davantage sur le premier, alors que pour le reste, c'était le contraire. Enfin, pour le deuxième, c'était le contraire. J'étais plus une experte. Et en fait, le livre m'a permis d'attester mon expertise. Merci Frédéric. Valérie, est-ce que je peux te reposer les deux mêmes questions? Oui, c'est bon? Oui. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais plutôt, je veux aussi, il y a pas mal de points communs, en fait, avec Frédéric, même si le sujet n'est pas du tout le même. Moi, quand j'ai publié mon premier livre, donc j'ai commencé à travailler dessus en 2010, j'étais dans un moment de ma vie professionnelle où j'étais en train de réfléchir à un repositionnement. J'étais avocat associé chez Jantet et j'avais identifié un créneau d'activité qui ne correspond pas d'ailleurs à une spécialité juridique, mais sur lequel je souhaitais me positionner, qui était l'accompagnement des entreprises familiales.
Et donc, j'étais en pleine, entre guillemets, reconversion, ou enfin, dans l'idée de me créer une niche d'activité sur laquelle j'ambitionnais de me faire reconnaître. Et j'ai été mise en relation avec la directrice générale d'Erol, Maria Lavena, pour ne pas la nommer, qui, pour des raisons tout à fait autres. Je l'ai eu, un jour, j'ai décidé de l'appeler parce que j'avais dans mon équipe une stagiaire qui avait fait une thèse sur l'OBO, enfin peu importe. Et je m'étais dit, bah tiens, en fait, je lui avais promis que je verrais si je pouvais peut-être l'aider à publier sa thèse. Donc, j'ai appelé Maria Lavena avec cet objectif. J'avais aucun objectif, j'avais même pas l'idée que je pouvais un jour publier un livre. Et donc, elle m'a répondu tout de suite en me disant, non, non, les thèses, on ne publie pas, c'est trop compliqué, il faut tout réécrire, etc. Et puis, elle m'a demandé, je sais pas, on échangeait, et je lui disais, ben moi, mon sujet, c'est les entreprises familiales. Et là, elle me dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas faire un guide pratique sur les entreprises familiales? On a une collection guide pratique. Et donc, vraiment, j'ai raccroché en étant la première absolument étonnée. L'idée ne m'était jamais venue avant cette conversation téléphonique de faire un livre sur les entreprises familiales. Mais une fois que j'ai raccroché, je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moyen de me positionner sur ce nouveau créneau. J'avais déjà quand même travaillé sur ce sujet. J'avais fait quelques conférences là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans les 3 semaines qui ont séparé mon premier coup de fil à Maria Lavena et le rendez-vous qu'elle m'avait donné chez Erol, j'ai réfléchi à un plan. Et donc, je suis arrivée dans le bureau chez Erol avec mon petit plan. Et là, elle l'a regardé et elle m'avait 4 chapitres, etc. Et elle m'a dit, bah oui, ça me paraît tout à fait bien. Ça correspond effectivement à ce qu'on fait pour nos guides pratiques. Donc, bah, tu passes dans le bureau de mon assistante signer ton contrat. Donc, je suis ressortie avec mon contrat. Moi, j'étais la première étonnée. J'étais éberluée. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas du tout prévu de faire ça. Et donc, ça, c'était au mois de juillet. Et elle m'a dit, bah, tu nous donnes exactement ce que disait Dominique, il faut nous donner un chapitre. Donc, j'ai choisi le chapitre sur la transmission des entreprises familiales. Et je suis partie en vacances avec ma valise de documentation. Et puis, au mois d'août, bah, j'ai écrit le chapitre sur la transmission que j'ai transmis au mois de septembre en rentrant. Dans le train, je me souviens, j'avais en face de moi un jeune homme qui lisait un livre sur l'innovation dans les métiers de service. Et donc, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Et en fait, il m'avait montré ce livre et qui m'a donné aussi l'idée d'être assez graphique dans la présentation de ce que j'expliquais, c'est-à-dire de l'illustrer par des schémas. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer un outil que j'utilise toujours depuis, qui est ce que j'ai appelé le génorganigramme. C'est-à-dire une entreprise familiale, c'est un arbre généalogique pour représenter une famille et puis un organigramme pour représenter une entreprise. Donc voilà, ça a été un petit peu... donc voilà, pour moi, je dirais, c'est plutôt une succession de hasards. Donc j'ai fait mon premier chapitre avec cette méthode très voilà, rédactionnelle normale, mais illustrée par beaucoup de schémas. Et quand je l'ai livré, bah, début octobre, Erol m'a dit, bah, c'est bon, vous pouvez y aller, faites-nous les 3 autres, vous pouvez nous les livrer pour quand? Et comme j'avais envie je m'étais dit que ce serait bien de publier le livre pour mars, j'ai dit, bah, si on publie en mars, il faut que je vous livre le manuscrit quand? Ils m'ont dit en décembre. Et après, bah, j'ai cravaché voilà, pour publier, pour leur livrer un manuscrit que j'ai finalement livré, je m'en souviens, le 14 décembre, et le livre a été publié pour le 8 mars de l'année suivante. Voilà comment ça s'était passé pour le premier. Et donc voilà, plutôt très, très opportuniste comme démarche. L'intérêt de ce livre pour moi, c'était évidemment que je me suis en fait construit et approprié une méthodologie d'approche de ce sujet qui sous-tend mon expertise et qui la sous-tend encore aujourd'hui. Donc, c'était à la fois un outil de légitimation parce que ensuite, ben, bien sûr, après, on a organisé des conférences, etc., pour parler du livre et tout ça. Et donc, ça a été aussi l'occasion de me faire connaître comme experte du sujet. Mais en amont de ça, c'est vrai que ça m'a permis de m'approprier pleinement le sujet et de me construire une méthodologie d'approche de ce sujet. Voilà. Après, le second, c'était tout aussi opportuniste, mais dans un genre un peu différent, parce que j'avais été approchée par l'EDEC qui lançait un centre de recherche et de formation sur les entreprises familiales.
et j'ai commencé à donner des cours dans la majeure droit et entreprise, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, chez l'EDEC, enfin bref, peu importe. Et enfin, il y avait des élèves qui avaient un master qui était à la fois EDEC et master et étudiant en droit. Et là, j'ai été approchée par un éditeur indépendant. Je ne me suis pas du tout... J'aurais peut-être dû faire une enquête plus approfondie parce que la suite a prouvé qu'en fait, il n'était pas aussi sérieux que ce que j'avais espéré. Mais bref, il m'a proposé de faire un livre avec l'EDEC. Je pense que avec le recul, ce dont je me rends compte, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire financer en fait l'impression par l'EDEC. Mais ça, j'ai pas du tout compris ça tout de suite. Et en revanche, moi, ce qui m'a intéressé, moi, c'était de construire un livre qui était qui était très différent du premier, puisque en fait, le livre, je l'ai construit en identifiant 5 facteurs clés de succès des entreprises familiales. Donc, le long terme, la transmission, le contrôle du capital, et puis je ne sais plus, et le familyness, en fait, le surcroît de capital social qui caractérise les entreprises familiales. Et mon idée, ça a été de faire un travail collaboratif avec les élèves, c'est-à-dire qu'en fait, chacun de ces 5 facteurs, donc ça fait 5 chapitres, et sur chacun de ces 5 chapitres, j'avais constitué une équipe d'élèves qui m'ont fait 2 choses. Une revue de littérature. Que dit la littérature académique? Oui, le 5e sujet, c'était la gestion des conflits. Que dit la littérature académique sur chacun de ces sujets? Donc, revue de littérature. Et ensuite, moi, j'avais mené des interviews avec 14 chefs d'entreprise pour valider ou invalider, à l'aune de leur expérience, les conclusions de la littérature sur chacun de ces 5 sujets. Et donc, on a construit le livre comme ça, et pour les étudiants, c'était leur mémoire de fin d'études. La contribution à l'ouvrage collectif était leur mémoire de fin d'études sur lequel ils étaient notés. Donc, c'est un ouvrage collaboratif très, très différent, d'un format un peu inédit, parce que mélangeant des retours d'expérience de chefs d'entreprise petites ou grandes, hein, il y avait des toutes petites PME, et puis il y avait le patron de Daher, enfin vraiment des choses assez des profils très, très variés. Voilà, et ce livre m'a beaucoup intéressée au point que j'ai décidé de le prolonger par une thèse en sciences de gestion, puisque le dernier facteur clé de succès que j'ai découvert à l'occasion de ce livre à travers les revues de littérature, qui s'appelle en anglais le familyness, mot qui est intraduisible en français et que j'ai traduit par surcroît de capital social ou capital familial. C'est le surcroît de capital social qui caractérise en fait les entreprises familiales et qui fait leur espèce d'unicité. Et donc, j'ai décidé d'en faire le sujet central de ma thèse. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une thèse au CNAM qui a duré pendant 5 ans et que j'ai soutenue en 2021. Voilà, qui m'a conduit à partir de l'observation des particularités des entreprises familiales pour proposer un outil de mesure de la contribution sociétale du capital. Voilà, et cette thèse que j'ai soutenue en 2021, je suis en train d'en organiser la publication sous forme de livre avec un 3e éditeur cette fois, qui est les éditions du Panthéon. Je n'ai pas fait plus de travail d'enquête que ça, j'ai juste... là aussi, je suis un peu opportuniste. Voilà, j'ai identifié cet éditeur qui m'a dit on publie des thèses et j'ai dit ok, banco, j'y vais. Voilà. Donc la thèse devrait être publiée, je pense, à l'automne. Voilà, sous forme de livre. Merci Valérie, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait vous entendre très longtemps. On est toutes impressionnés par votre capacité à faire autant de choses. Donc merci beaucoup. Avant de passer la parole au public, je vous propose chacune, mais en un quart de seconde, de nous donner 2 messages de bonne pratique et 2 conseils. Alors on commence par Valérie. Alors, moi, je pense que les conseils, il ne faut peut-être pas être aussi précipité que moi, ce que j'ai fait. Parce que je pense je pense qu'il faut quand même faire un petit peu plus de travail de réflexion en amont que ce que je me suis autorisée à faire. Et que si on se lance, voilà, il faut quand même faire un tour de piste des éditeurs possibles. Enfin, il faut faire ce que je n'ai pas fait. Voilà, moi, j'ai fait l'impasse sur... j'ai fait ce qui correspond à mon caractère, c'est-à-dire je suis assez impulsive et j'aime bien agir et agir vite. Mais je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être
Je regrette absolument pas le premier choix d'Erol, c'était très très bien. Bon, après les deux suivants, je sais pas, j'aurais peut-être dû me donner un peu plus le temps de réfléchir à comment produire ces livres. Même si sur le fond, ces livres, chaque fois, c'est des expériences absolument passionnantes. C'est aussi une charge mentale terrible, hein, faut quand même pas non plus se voiler la face. Et quand on arrive au bout d'un livre ou d'une thèse, a fortiori, qui a duré 5 ans, je pense que le grand soulagement, au-delà du contentement d'avoir produit quelque chose, le grand soulagement, c'est d'être dégagé de la charge mentale que ça représente. Merci. Et moi, j'aurais peut-être deux points et des Oui. questions à se poser avant. Le premier, même si tu l'as évoqué en tout début de ce webinaire, c'est pourquoi on écrit un livre. Est-ce qu'on veut tout simplement, on travaille dans une entreprise, on est expert et on veut faire ça? Est-ce que c'est un passe-temps qu'on va avoir à côté? Est-ce qu'on veut prendre la parole? Est-ce que c'est parce que c'est notre job? Et dans ces cas-là, c'est un accélérateur et qui nous légitime. Déjà, pourquoi? Est-ce qu'on veut gagner de l'argent avec le livre? Est-ce qu'on veut tout simplement être connu? Est-ce qu'on veut transmettre? Est-ce qu'on veut tout à la fois? Est-ce que c'est un accélérateur de notre activité professionnelle? Au contraire, est-ce que c'est une activité qu'on veut développer et on écrit un livre? Et avec une grande différence si on est salarié, consultant ou indépendant, en tout cas. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, le deuxième point, et c'est la question que j'avais posée, c'est se dire qui va acheter notre livre. Il y avait une autre question d'ailleurs que Delphine m'avait posée, c'était à côté de quel livre votre livre va-t-il être vendu en librairie? Voilà, donc ça permet vraiment de se dire, OK, c'est dans quelle catégorie, c'est pourquoi, qui sont les gens qui vont l'acheter, c'est pas juste un plaisir que je me fais en écrivant, mais ça veut dire que derrière, il y a des gens, et quel est l'intérêt de ces personnes d'acheter mon livre? Merci Voilà. Frédéric. On revient à notre éditrice pour exactement la même chose, des messages de bonne pratique et de conseils. Delphine? Pour faire le lien avec le sujet précédent, je m'étais noté tout à l'heure, effectivement, on se dit, nous souvent, qui trop embrasse mal étreint. Donc il y a un risque parfois de vouloir parler à tout le monde, écrire un livre pour le plus grand nombre. Et en fait, c'est aussi important d'être très focus sur, et j'apporte de la valeur ajoutée à certaines personnes en particulier, et il faut travailler ça. Alors, il ne faut pas que ce soit trop étroit, mais si on veut trop en faire, c'est un risque. Donc, voilà, je rebondis sur ce que disait Frédéric, bien identifier le public cible, c'est très important. Voilà, et aussi avoir en tête, parfois on a des... alors, il y a des expériences qui peuvent être assez rapides, comme l'expérience de Valérie, où le contrat se fait dans la foulée, le manuscrit est rendu en décembre, le livre est publié en mars. De ma pratique et de ce que je vois de plus en plus, on est quand même sur un temps relativement long. Il faut savoir qu'entre le début d'un projet, d'un livre et sa publication, il peut se passer facilement 1 an, ou 9 mois, une gestation. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en parallèle de l'écriture du livre et de la relecture. Toute la partie commerciale, puisque donc on y revient, le livre est un produit qui doit se vendre en librairie et trouver sa place. Le travail de prospection commerciale, il se fait 6 mois avant la sortie du livre. Donc là, voilà, la semaine dernière, je rencontrais l'équipe commerciale qui va présenter aux libraires tous les livres du mois de septembre, par exemple. On est au mois de mars. Ça veut dire qu'il faut que le travail soit bien engagé, même si le livre n'est pas écrit, on va, nous, éditeurs, pitcher en fait le livre aux commerciaux. On va déjà présenter une couverture assez en amont. Donc, il y a plusieurs temps comme ça qui se juxtaposent et ça peut être un peu surprenant. Voilà, tout va très vite maintenant. On a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts pour pouvoir publier un livre. Oui, en auto-édition, oui, sur Amazon. Si on veut que le livre soit visible en librairie, il faut anticiper ce temps-là. Merci Delphine, merci à toutes. Alors, je propose de reprendre maintenant les questions. On a pas mal de questions de des personnes, des participantes. Alors, il y a une première question sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est le côté livre international. Avec, est-ce que, par exemple, Duno, dans le groupe, je dirais plus global, est-ce que du coup, certains livres peuvent être, par exemple, traduits en anglais? Comment fonctionnent les autres marchés? Alors, comme il y a beaucoup de questions, peut-être une réponse assez brève.
Il ne faut pas avoir trop d'espoir à ce sujet-là, même si, par exemple, Juno fait partie du groupe Hachette. Donc, on a un service de cession de droits intégré. On a des éditeurs partenaires qui peuvent vouloir acheter les droits d'un livre pour le traduire et le mettre en place dans un autre pays. Mais ce sont toujours les éditeurs qui ont pignon sur rue dans le pays en question qui vont vraiment vendre le livre. Et voilà, et comme la traduction coûte cher, il faut que ce soit un investissement et un choix éditorial de publier. Oh, merci. Autre question, quels sont les thèmes porteurs en 2024? Alors, je ne sais pas si c'est comme la mode, il y a les années verts, les années bleues, etc. Est-ce qu'il y a des sujets pour 2024? Je dirais que un sujet, bien sûr, l'intelligence artificielle est un sujet qu'on retrouve dans le monde du livre pro, mais on refuse aussi énormément de choses parce qu'il y a trop à boire et à manger. Donc, il peut y avoir au contraire des sujets qui ne sont pas du tout tendance, mais par exemple sur la paix dans le domaine RH, il y a des choses qu'on voudrait mettre à jour et nous on se dit on aimerait trouver des experts dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas de règle, il ne faut pas essayer de suivre un courant. Faut se dire qu'est-ce que je sais, quelle valeur je peux apporter et comment je peux le traiter différemment pour apporter de la valeur autour de moi. D'accord, merci. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver la liste des éditeurs potentiels professionnels? Est-ce que sur Oui, je Internet, pourrais on vous clique et communiquer on... peut-être après Ouais, des liens qui peuvent être utiles, en effet. d'accord, parfait. Une question, ah oui, pour Frédéric, est-ce qu'on est lié à un éditeur? Alors, donc, Frédéric, tu as un peu répondu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si le premier livre ne marche pas? Est-ce que... Alors, je ne sais pas si c'est Frédéric ou Delphine. Ouais, peut-être Delphine, parce qu'effectivement, quand on signe un contrat, on ne regarde pas, c'est forcément toutes les lignes. En tout cas, moi, c'était mon cas, je n'ai pas tout regardé. J'ai regardé quelle était la rétrocession, si j'avais des livres, voilà, comment ça allait se passer. Mais on est tellement, enfin, moi, en tout cas, j'étais tellement dans le feu de l'action sans regarder tout ça. Si, effectivement, est-ce que j'avais les droits ou non? Mais je n'ai pas du tout anticipé une suite. Et quand j'ai écrit mon premier, voilà, j'étais déjà bien contente et je ne me suis pas dit pour mes autres livres, parce que je n'avais pas forcément l'intention à l'époque, ou en tout cas l'ambition d'ailleurs, d'en écrire d'autres. Donc, je ne sais pas. C'est simplement quand, quand j'ai contacté Juno, la question qui m'a été posée, je pense que c'est par Delphine, c'est so what? Qu'est-ce qui s'était passé avec mon précédent éditeur? C'est-à-dire, est-ce que j'avais prévenu et est-ce que j'étais en règle? Et bien sûr, moi, j'avais prévenu mon ancien éditeur. Déjà, j'avais fait une sollicitation et pour différentes raisons, ce n'était pas forcément le sujet en temps. Donc, j'ai rappelé que j'avais demandé, etc. Et j'ai informé que, et on m'a dit, je vous remercie de m'avoir informé, j'ai fait les choses en règle. Maintenant, par rapport à la question qui est posée, est-ce que si le livre ne fonctionne pas et que je dis je veux aller auprès d'un autre éditeur, ou est-ce qu'en termes de promo, parce que des fois on s'attend toujours, moi c'était un peu toujours mes déceptions en me disant je vais imaginer qu'il y a des attachés de presse qui vont faire tout ça, et je me suis rendu compte que ok, il y avait quelqu'un qui allait diffuser, mais que le gros boulot du commercial, mais c'était quand même plutôt à moi de le faire. Euh, Effectivement, on peut se dire ça marche pas parce qu'il n'y a pas eu une grosse promo, je sais pas quoi, donc je veux changer d'éditeur. Là, j'en sais rien. C'est plutôt à Delphine de répondre. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, pour répondre, dans les contrats, il y a généralement un droit de préférence, qui est une clause qui stipule que l'auteur s'engage à reproposer ses prochains livres à l'éditeur. Pour que cette clause soit valide, elle est encadrée sur une thématique précise, parce qu'il ne s'agit pas du tout de bloquer l'auteur sur d'autres sujets. Et en fait, il y a un principe de réalité qui est que quand ça se passe bien, que la relation a été bonne avec l'auteur, il a lui-même envie de prolonger et de continuer sur cette relation de confiance. Et quand ça se passe mal, ni l'un ni l'autre n'a envie de continuer. Et donc, l'éditeur se libère assez facilement de cette clause-là. C'est très juste ce que tu disais. On se pose aussi de la question quand on voit un auteur qui a déjà fait 2 ou 3 livres, mais qui change à chaque fois d'éditeur. C'est quelque chose qui nous interpelle parce que ça veut dire que peut-être il y a eu un problème. Donc, voilà, c'est pas forcément bon signe de changer. Après, ça peut être sur voilà, d'autres sujets complètement différents parce que pour des raisons de concurrence interne, ils ne veulent pas reproposer ce sujet, etc. Donc ça existe, mais en bonne intelligence, on arrive toujours généralement à faire les choses de manière logique. Il faut avoir en tête qu'on a des tirages prudents. L'éditeur, il a envie d'écouler son tirage, c'est-à-dire que si un livre a été imprimé à 2000 exemplaires, il a envie de les vendre et pas de les pilonner. Donc, on est en général engagé au moins sur cette durée-là. Et puis, s'il ne marche pas,
se libère de nos engagements. J'ai regardé toutes les questions. Il me semble certaines se croisent. Une dernière, mais très technique, et après, on va reprendre la parole, qui est sur le bêta reading. Donc, apparemment, quelqu'un a utilisé alors je ne connais pas cet outil ou cette façon de faire, et se poser la question si c'était effectivement adapté, compte tenu notamment du timing qui a été présenté. Alors, c'est effectivement possible, enfin, que souvent les auteurs ont envie de faire relire une partie de leurs écrits à des personnes proches, et ils le font. En général, nous, c'est assez transparent. Enfin, on s'engage sur une date de remise de manuscrit. Si l'auteur veut le faire de son côté, il ne faut pas que ça vienne impacter notre date de réception de manuscrit, nous. Ensuite, nous, c'est notre rôle de relire et de donner notre avis. Donc, en général, il peut y avoir même 2 regards de lecture différents entre l'éditeur qui accepte le projet et celui qui va le relire plus finement derrière. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Je pense. Donc, merci. Je repasse la parole à Caroline avant de vous saluer. À la fin du webinaire, il nous reste, je crois, 1 minute. Merci à toutes pour ces échanges. C'était une première pour nous. Donc, pour nous, c'est important d'avoir vos retours. Vous pouvez m'envoyer un mail sur dg@voxfemina.eu, car nous envisageons bien sûr d'autres ateliers, mais ça nous permettra aussi de prendre en compte vos remarques, vos attentes, pour voir si on va plus loin, si on envisage d'autres formats autour du livre. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. La deuxième chose, c'est aussi que cet atelier a été enregistré, et donc il sera disponible en replay, notamment dans notre prochaine lettre que vous recevrez, puisque vous êtes parmi notre réseau. Voilà. Valérie, peut-être tu veux dire un mot? Non, de toute façon, il n'y a plus de temps. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, simplement merci d'être là, et j'espère que vous avez été intéressés par ce partage d'expérience et qu'on pourra le renouveler dans d'autres formats que vous nous suggérerez. Voilà. Et je pense qu'on peut conclure en remerciant tous les intervenants, en remerciant les participants pour votre présence, et puis je dirais pour finir, vive le livre! Oui, Vive le livre! Vive les Vive le éditeurs! livre. Merci aux éditeurs et vive les écrivains! Vive la lecture. Et écrivaine, et Et écrivaine. lancez-vous toutes! Ouais. Au revoir. Bonne journée! Au revoir! Bonne journée. merci. Au revoir. Au revoir.